Vas-y. J'ai rien trouvé sur la journée harcèlement 2026. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Quelqu'un peut me dire si on m'entend? Oui, on vous entend bien. Merci, c'est gentil. Voilà, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire du mois de novembre consacré à Erasmus. Et on a demandé à Agnès de Simone de l'agence Erasmus Plus de Bordeaux, que je remercie pour sa présence et sa disponibilité à chaque fois. Voilà, elle apparaît à chaque fois qu'on la sollicite. C'est très sympathique. Et on va pouvoir faire ainsi un point sur l'actualité du programme Erasmus avec un focus spécifique sur les consortiums ou consortia selon le terme qu'on veut utiliser. Voilà, dans un premier temps. Et ensuite, on aura une intervention sous forme plus de témoignages de Nathalie Giorgetti de la DDEC de Rennes qui pourra partager à la fois son expérience de passer de participante à un programme Erasmus sans consortium et la mise en place d'un consortium et de voir ce que ça peut apporter comme bienfait, comme avantage de faire comme cela. Voilà. Nous avons, comme d'habitude, prévu 1 heure de présence ensemble, sachant que on pourra continuer ensuite à échanger sur, enfin, après les interventions d'Agnès et de Nathalie, on pourra échanger sur les questions que vous pourriez avoir d'une manière plus large sur le label. Voilà. Euh, Marie-Caroline, tu veux ajouter quelque chose ou Véronique avant qu'on lance les affaires? Bonjour à tous. Non, non, parfait. Je remercie Agnès. Je me joins à tes remerciements, Agnès et Nathalie, pour leur participation ce soir. Eh bien, allons-y. Alors, je recommande à ceux qui viennent de nous rejoindre de couper leur micro pour éviter le parasitage, s'il vous plaît. Voilà. Et on laisse la parole à Agnès. Encore merci pour votre présence, Agnès, et votre participation à ce webinaire. Bonjour Louis-Marie, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour ce petit temps et pour vous parler du programme Erasmus. Donc, je débute un petit peu avec une petite présentation, mais très rapide du programme, avec, comme le disait Louis-Marie, un focus vraiment sur les consortiums. L'idée, c'était un petit peu de pouvoir voilà, vous présenter ce que sont ces consortiums, Erasmus+, et puis essayer de voir un peu quels sont les bénéfices. Et c'est vrai que Nathalie, après, pourra vous parler de son consortium et vous expliquer comment ça fonctionne. Mais je vais quand même commencer par vous dresser rapidement un petit panorama et puis vous parler aussi de l'actualité de ce programme, que ce soit au niveau de la France et donc un petit peu où est-ce qu'on en est, et aussi de la future programmation pour 28-34 qui va arriver assez rapidement. Donc, ce programme Erasmus, voilà, vous n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Voilà, les niveaux en général de connaissance du programme sont assez différents d'une personne à une autre. Donc, voilà, on débute sur ce programme qui est vraiment le programme phare de l'Union européenne, avec deux grands volets, l'éducation et la formation, la jeunesse et le sport. L'éducation et la formation, actuellement, c'est 95% du budget d'Erasmus qui est sur ce volet éducation et formation. Vous voyez qu'il y a vraiment une priorité assez forte de la Commission sur ces volets-là. Et ce programme, il fonctionne par secteur
éducatif ou secteur tout court pour la jeunesse et le sport. Donc l'idée, c'est vraiment selon les publics que l'on souhaite toucher, en fait, on dépose un projet Erasmus sur un secteur. Donc quand on parle d'enseignement scolaire, c'est intéressant de savoir qu'on parle vraiment de tout ce qui est éducation dès la petite enfance pour aller vraiment jusqu'au bac mais de la voie générale et technologique. Et ensuite, sur la formation professionnelle, vous comprenez qu'on est davantage sur les lycées professionnels, les apprentis ou autres. L'enseignement supérieur, c'est l'Erasmus que vous connaissez tous, celui des étudiants. Et l'éducation des adultes, là, on est davantage sur des populations qui sont plus éloignées de la formation et qui ont plus de 18 ans. Donc, sur la jeunesse et le sport, donc les jeunes, mais vraiment sur tout ce qui est temps totalement informel et le sport plutôt pour les petites associations sportives et les coachs sportifs. Donc voilà ce programme. Pour vous rappeler, donc ce programme, c'est vraiment un programme européen et il fonctionne avec des appels à propositions annuels. Donc, comme si on parle d'appels à propositions, il ne faut donc pas rater les dates des appels lorsqu'on souhaite déposer un projet Erasmus. Il y en a deux, je vais vous parler du calendrier ensuite, mais les prochains seront en février et en mars. C'est un outil financier, c'est-à-dire qu'avec Erasmus, on obtient des financements pour différentes choses. Et ce sont des projets de structure, c'est intéressant de le rappeler parce qu'on a parfois des enseignants indépendants, enfin, au niveau de leur structure, qui souhaitent seuls déposer un projet. Non, un projet Erasmus, c'est vraiment un projet d'établissement. Un petit point sur le contexte. Donc, pour vous dire qu'actuellement, on est sur un programme qui est assez compétitif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes d'établissements scolaires qui souhaitent déposer des projets et actuellement, on ne peut pas financer toutes les demandes et le programme est vraiment très compétitif. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous lancer dans Erasmus, il faut actuellement le faire avec une candidature vraiment très bien travaillée, de bonne qualité et travailler sur un temps quand même assez long avec des équipes investies parce que sinon, ça sera un travail qui ne pourra pas aboutir. Et je vous parle aussi sur cette slide de budget insuffisant pour répondre à la demande des établissements. Malheureusement, on est un peu victime de notre succès. Donc là, on était sur les premières années du programme. On pouvait vraiment, sur les années 2021, 2022, 2023, on a pu donner à chacun et à tous les projets qui étaient déposés avec un seuil de qualité suffisant. On a vraiment pu financer la totalité des demandes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est sur des projets qui parfois ne sont financés qu'à 30% sur les projets de mobilité accrédités de la demande. En fait, on ne peut pas la satisfaire à 100%, loin de là. Donc, gardez bien ça en tête si vous souhaitez vous lancer. Ce programme est européen. J'entends un petit bruit. Ce programme européen, il y a vraiment quatre grandes priorités que vous connaissez sûrement et qu'on retrouve assez souvent dans au niveau européen. Donc l'inclusion et la diversité, l'éducation au numérique, le développement durable et la citoyenneté européenne. Ça fait partie des quatre piliers européens qu'on retrouve un peu partout. Sur les pays du programme, c'est-à-dire si vous voulez vous lancer avec Erasmus, donc maintenant je pense que voilà, sur ce programme en tout cas, donc le Royaume-Uni ne fait plus partie du programme. On espère peut-être qu'il réintégrera sur le programme 28-34. Mais les mobilités, tous les projets, les partenaires avec lesquels vous pouvez travailler, les autres établissements scolaires, doivent se situer dans les 27 pays membres de l'Union européenne ou en Norvège, Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Turquie et Serbie. Il y a eu une petite restriction avant, il y avait certains types de projets où on pouvait vraiment coopérer de manière assez large.
là, la Commission a un petit peu resserré sur des zones, sur les zones proches du voisinage. Donc ça, après, si vous êtes intéressé par un type de projet ou par un pays en particulier, on peut regarder, vous pouvez voir si ce pays fait partie ou non des pays avec lesquels vous pouvez travailler. Sur les types de projets, aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur l'action clé 1 avec les consortiums, qui fait partie de ce qu'on appelle, nous, les projets de mobilité. Je vais vous parler en une ou deux slides des projets de partenariat parce qu'on a quand même pas mal d'établissements de l'enseignement catholique aussi qui déposent ce type de projet de partenariat et également des actions Jean Monnet, plus précisément vraiment des initiatives pour apprendre l'Union européenne parce que c'est une des actions sur laquelle on incite les établissements à aller parce que il y a des financements au niveau européen et c'est assez intéressant pour un établissement de mettre en place ce type de projet. Donc, je vais vous parler de ça. Les projets d'action clé 1, ce sont des projets de mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un établissement décide de déposer un projet pour pouvoir organiser des rencontres entre ses élèves et d'autres élèves européens. Ces projets-là servent aussi à la formation des enseignants qui peuvent soit partir observer des pratiques dans d'autres établissements, soit partir suivre des cours sur des thématiques spécifiques. Et donc, voilà, vous le voyez, pour les apprenants, pour les élèves, c'est vraiment rencontrer d'autres élèves. J'insiste un petit peu parce qu'il y a souvent ces questions-là, c'est vraiment travailler avec d'autres élèves en allant dans un autre établissement et en étant pendant toute la durée du séjour avec les élèves européens. On est vraiment sur du travail pédagogique qui débute en amont, souvent à distance, avec des thématiques de travail. Ensuite, les élèves se rencontrent et travaillent ensemble. Il peut y avoir des visites, des sorties culturelles, mais en lien avec le projet et toujours ensemble avec les élèves. Ces projets de mobilité, on nous demande souvent, voilà, comment ça fonctionne au niveau des financements, qu'est-ce qu'Erasmus finance. Donc Erasmus, nous, on finance par des postes budgétaires, c'est-à-dire qu'il y a un forfait qui va à l'établissement pour pouvoir gérer tout ce qui est administratif et financier. On finance aussi des déplacements, l'hébergement, la restauration, le per diem. Et vous le voyez ici, si les enseignants décident d'aller suivre des cours, il y a aussi un forfait pour suivre des cours. Et il y a aussi un forfait supplémentaire pour des personnes qui ont moins d'opportunités. Ça fonctionne vraiment majoritairement sous forme de forfait, tout en sachant que, vous l'imaginez bien, si vous partez en Espagne à côté de chez vous, le forfait couvrira sûrement facilement si vous partez en bus le déplacement. Par contre, si vous partez en Islande ou en Norvège, même si le forfait est plus élevé, et s'il faut partir en avion ou autre, ça sera à vous de gérer un petit peu ça et peut-être de devoir faire participer les familles ou apporter des subventions supplémentaires pour ces projets-là. Et juste un petit aparté en aparté pour vous parler sur tout ce qui est vraiment prise en charge du handicap. Là, il y a des forfaits au réel. Donc, sachez que voilà, si vous avez des élèves en situation de handicap ou des personnes en affection longue durée, c'est possible en fait d'avoir des équipements et des prises en charge aux frais réels du matériel nécessaire pour ces personnes. C'est une autre ligne budgétaire. Si on veut pouvoir faire un petit peu tout ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que les élèves se rencontrent, partir observer des pratiques ailleurs, suivre des cours, il y a plusieurs portes d'entrée dans ces projets de mobilité, ces projets d'action clé 1. Il y a des projets qu'on appelle des projets de mobilité de courte durée. Ça, ce sont des projets qui durent de 6 à 18 mois, où on peut obtenir jusqu'à 30 mobilités élèves et personnel confondus. Et ça, la prochaine date de dépôt pour ces projets, c'est en février. Donc, ça sera à peu près vers le 20 février. Donc, ça peut être la manière de vraiment débuter dans Erasmus quand on ne connaît pas, on n'a jamais géré. Ensuite, si on veut vraiment développer une stratégie d'ouverture à l'international plus large,
il y a ce qu'on appelle l'accréditation Erasmus+. Et cette accréditation, vous pouvez la déposer pour votre établissement ou alors pour plusieurs établissements, et c'est ce qu'on appelle l'accréditation en consortium. Et ensuite, si jamais il y a déjà un consortium, un projet d'accréditation Erasmus qui existe sur votre territoire ou sur une filière particulière ou que vous partagez peut-être les directions diocésaines, on en a plusieurs qui ont déjà un projet en France, il y a aussi la possibilité pour les établissements de se rattacher à ces projets qui sont déjà en cours et donc pour pouvoir obtenir des mobilités. Bon, j'espère que c'est clair jusque-là et que vous suivez un petit peu tout ça. Pourquoi est-ce que, plutôt que le projet de mobilité, pourquoi aller vers l'accréditation? Parce qu'en fait, on est sur quelque chose qui est plus simple au niveau administratif, puisqu'on a un coordinateur qui, voilà, quand on est sur ces projets-là, vous déposez votre accréditation une fois et ensuite vous êtes financé sur plusieurs années. C'est ce qui a été le cas pour tous les projets qui ont été déposés depuis 2021. Là, aujourd'hui, actuellement, on est en 2025. Il y a eu un dépôt d'accréditation en octobre. Les prochains établissements seront notifiés fin janvier pour savoir s'ils ont obtenu cette accréditation et ils pourront faire des demandes de financement sur 2 années avec des projets qui pourront durer encore 3 années. Donc, cette accréditation, c'est intéressant de la déposer quand on veut vraiment avoir une stratégie à long terme et ouvrir son établissement parce qu'on peut modifier un petit peu d'année en année ce que l'on souhaite faire en termes de mobilité. On peut aussi adapter sa stratégie à sa structure. Et on est sûr, il y a une garantie de financement chaque année pour ces projets-là. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, on n'est pas à 100%. Petit à petit, voilà, il y a de plus en plus d'établissements dans le programme, donc on partage tous le même gâteau. Donc, on est sur des financements. Si vous demandez 50 000 euros, peut-être que Erasmus pourra financer 20 000 ou 18 000 euros de ce que vous demanderez. Mais on vous demandera aussi d'effectuer moins de mobilité et d'être moins ambitieux, puisque nous, on ne peut pas vous donner les financements nécessaires. Donc, gardez ça en tête. Sur l'accréditation, donc cette porte d'entrée vraiment qui est une démarche plus large, cette accréditation, je vous le disais, vous pouvez la demander pour votre établissement ou vous pouvez la demander pour plusieurs établissements. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant puisque vous le voyez, ça peut être une direction diocésaine. Je vous le disais, il y en a peut-être au moins 6 ou 7 actuellement qui sont dans le programme Erasmus. Ou alors un collège qui demande pour le collège et l'école élémentaire ce projet d'accréditation. Donc c'est une structure coordinatrice qui demande le projet pour plusieurs structures et c'est elle qui dépose la candidature en ligne pour tous les membres qui vont participer au projet. Et ce coordinateur va obtenir des fonds pour les mobilités de ses personnels, de ses élèves et pour les personnels et les élèves des membres du consortium également. Donc, on est vraiment sur une mutualisation de projets avec une gestion par un coordinateur souvent expérimenté et qui a aussi administrativement et financièrement des ressources humaines pour gérer ce projet. Donc, ce qui est intéressant et ce que vous devez savoir aussi, si vous êtes intéressé par ces projets en consortium, c'est qu'au moment où vous allez déposer votre demande d'accréditation Erasmus+, je vous le disais, c'est chaque année en octobre. Donc, la prochaine session, elle sera en octobre 2026. Vous n'avez pas besoin d'avoir identifié vraiment les établissements qui vont participer. C'est intéressant parce que vous pouvez décider de profil d'établissement, de nombre d'établissements selon des thématiques ou autres, mais au mois d'octobre, on ne vous demande pas de connaître spécifiquement la liste des établissements. Ça, c'est quelque chose que vous devrez faire par la suite, au mois de février suivant, lorsque vous aurez déjà obtenu votre accréditation. Là, vous ferez une demande de financement dans un second temps. Et à partir de là, vous devrez indiquer les membres de votre consortium. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire évoluer au fil des années
les membres qui sont dans ce consortium avec vous. Donc, on peut en ajouter, on peut en retirer, on peut changer un petit peu d'objectif au cours des années. Donc c'est intéressant. Et au moment où vous déposez aussi cette stratégie à plusieurs, on ne vous demande pas encore d'avoir identifié ni les pays d'accueil, ni les établissements d'accueil. Donc voilà, ça vous laisse quand même une certaine souplesse au moment où vous déposez cette accréditation. Donc, vous le voyez, tous les membres du consortium, bien sûr, doivent être français et avoir des élèves qui relèvent du même secteur éducatif. Donc, si vous êtes sur le secteur scolaire, je reprends, ça sera des élèves de la maternelle jusqu'au lycée de la voie générale et technologique. Donc, on se concentre vraiment sur ses propres mobilités et donc, on dépose cette demande d'accréditation en consortium. Donc, pourquoi se lancer dans le consortium? Quels sont vraiment les bénéfices de cette accréditation au consortium? Donc, pour les établissements qui vont participer à ce consortium, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'il y a un véritable allègement administratif et financier, puisque c'est le coordinateur qui dépose la candidature, qui ensuite est vraiment en lien avec l'agence Erasmus, qui s'occupe de tout l'administratif, des déclarations et autres. Donc, c'est vrai que pour des établissements qui n'ont jamais fait d'Erasmus, c'est intéressant d'avoir ce support administratif et financier. Ça permet aussi à des organismes, parfois des écoles qui ont moins de moyens au niveau RH ou à des écoles qui sont plus petites, de se lancer en fait dans un projet et d'obtenir des financements pour des mobilités sans, voilà. Donc ça permet à des établissements qui sont parfois un peu plus reculés ou un peu plus loin de la mobilité de rentrer en fait dans cette dynamique d'ouverture internationale. C'est intéressant aussi parce que ces structures qui coordonnent ces projets-là sont souvent des structures expertes et ça permet aux établissements qui se lancent d'être davantage sécurisés et de bénéficier aussi des réseaux en fait de structures qui ont déjà des réseaux à l'étranger et d'avoir aussi accès à des ressources et à des compétences qui sont mutualisées au niveau du consortium. Donc, c'est vraiment intéressant de se tourner pour les membres du consortium, les établissements, vers ce format-là. Qu'est-ce que ça apporte concrètement au coordinateur? Pour lui, c'est vrai que c'est intéressant parce que le coordinateur fait une demande de mobilité globale pour lui et pour tous les membres du consortium et ça lui permet ensuite de répartir les mobilités entre les différents établissements, entre les différents membres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut arriver parfois, en fait, on a des établissements qui vont dire, bah non, cette année, nous, on ne va pas pouvoir faire telle mobilité ou faire telle mobilité. Et donc, ça permet aux coordinateurs d'être plus agiles et de gérer entre les établissements la redistribution, en fait, de ces mobilités entre les différents membres. Bien sûr, pour la structure, l'établissement qui est aux manettes, un peu qui coordonne, c'est bien sûr un certain rayonnement, une attractivité, un leadership aussi reconnu, et ça renforce vraiment l'expertise des équipes qui gèrent ce projet, et ça permet de consolider les réseaux, et sur le territoire, ça permet vraiment voilà, d'être un peu un leader, c'est ça, une tête de consortium qui est reconnue par ses pairs. Pour les bénéficiaires, ça permet aussi, je vous le disais, d'inclure des établissements qui sont parfois plus éloignés. Ça permet des mobilités plus inclusives, une plus grande égalité des chances aussi, et une expérience plus qualitative pour les bénéficiaires parce que ces bénéficiaires vont vraiment réussir à avoir en fait cette expertise du coordinateur. Ils vont être davantage accompagnés dans leur mobilité avec des préparations, avec vraiment, il y a beaucoup de choses en fait qui sont mises en place par les coordinateurs de consortium. Alors que quand on est tout seul et qu'on dépose un projet, c'est vrai qu'on tâtonne un petit peu au début, on ne sait pas toujours, on n'a pas construit tous les documents et au niveau du retour sur investissement, c'est intéressant pour les bénéficiaires aussi, ces projets-là. Et collectivement,
ça permet en fait de mutualiser des ressources qui ont été créées, des outils et des réseaux. Donc ça, c'est intéressant. Je vous parlais de la flexibilité. On peut aussi, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir aussi à plusieurs. Il y a une vraie cohérence par rapport aux objectifs du projet et ça permet aussi ces consortiums à différents personnels de différents établissements de partir ensemble, se former et aussi donc d'avoir quelque part derrière, ça génère davantage d'innovation collective puisqu'on a des personnes de différents établissements qui partent ensemble et qui ont travaillé ensemble, qui ont été formés ensemble à différentes problématiques. Et ça a un effet assez structurant sur les territoires. Donc ça, c'était vraiment pour ses bénéfices. Et on a mené il y a quelques années au niveau de l'agence Erasmus une étude pour voir un petit peu donc quels étaient ses bénéfices. Hein. C'est ce que c'est ce que je viens de vous présenter, et aussi quels étaient les facteurs de réussite pour les consortiums qui fonctionnaient bien et ce qu'on a pu voir, c'est que quand on a une gouvernance vraiment participative et transparente, ça permet au consortium d'être vraiment plus de meilleure qualité. Quand les rôles aussi sont clairement répartis entre le coordinateur et les établissements qui sont membres, quand bien sûr il y a des ressources humaines suffisantes et pérennes et que les équipes sont formées de manière continue, et quand il y a entre ces personnes, entre ces établissements, un projet commun fédérateur, ça permet vraiment, quand on a une thématique, quand on fait des projets sur des filières, ça permet vraiment enfin, voilà, de fédérer autour d'un projet commun les établissements. Donc là, je vous ai parlé, vous l'avez compris, des projets d'action clé 1, les projets de mobilité. Et maintenant, je passe aux projets de partenariat. Donc ces projets de partenariat ont l'idée, l'objectif, c'est vraiment de coopérer, d'échanger des pratiques et de créer, pourquoi pas, des contenus innovants avec d'autres partenaires européens. Ce qui est intéressant dans ces projets-là, c'est qu'on peut travailler avec différents types d'acteurs. C'est-à-dire que si vous avez envie de travailler avec une association européenne, si vous avez envie de travailler sur une thématique particulière avec une région, avec des associations, avec même des entreprises, pourquoi pas, européennes, ce sont des projets qui sont ouverts à tout type d'acteurs. Donc, tout à l'heure, on était sur les projets d'action client, on était vraiment sur cette idée de partir, observer des pratiques, que les élèves travaillent ensemble et hop, on revenait chez soi et on s'inspirait de tout ce qu'on avait vu. Là, l'idée, on choisit vraiment une thématique de travail et ensemble, en fait, on va essayer d'échanger nos pratiques et d'avancer ensemble sur ces thématiques de travail. Et donc, ça nous permet de développer un réseau européen, d'échanger ses pratiques et voilà, d'avoir vraiment une thématique commune. Là, on est sur des projets qui sont forfaitaires aussi. On peut poser des petits partenariats qu'on appelle des partenariats simplifiés ou des partenariats qui sont plus ambitieux. Et là, on a des forfaits qui vont de 30 000 euros jusqu'à 400 000 euros selon le projet qu'on veut déposer. Donc, ces projets-là, je vous le disais, hein, c'est vraiment une opportunité d'échanger des pratiques, de concevoir des productions innovantes, de travailler sur une thématique, de créer des pratiques innovantes et de développer son réseau européen. Dernière action sur laquelle je voulais vous faire un focus et dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'action Jean Monnet. Et plus précisément, celle-ci, c'est initiative pour comprendre l'UE, l'Union européenne. Donc là, on est sur une action qui est un peu différente. L'idée, c'est vraiment l'objectif de faire entrer l'Europe dans l'école et de stimuler l'enseignement de l'Union européenne au niveau auprès des élèves pour que chacun puisse avoir une meilleure compréhension de ce qu'est l'Union européenne, de ce que sont les institutions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment à la carte, c'est-à-dire que chaque établissement peut créer sa propre formule. Et on peut obtenir pour ces projets-là, pour enseigner finalement ce qu'est l'Union européenne, jusqu'à 35 000 euros pour 3 ans. Et c'est l'établissement qui dépose ce projet-là. Donc là, vous pouvez voir
un petit peu en résumé ce que c'est. Donc, qui dépose ces projets-là? Ben, ça peut être n'importe quelle structure, collège, lycée, une école, qui veut donc enseigner ce qu'est l'Europe, donc qui va mettre en place des contenus, des méthodes pour enseigner l'Europe. Ça peut se faire en classe, mais ça peut se faire en ligne, ça peut se faire dans des institutions européennes, ça peut se faire dans des musées, des lieux de mémoire. C'est vraiment à vous de créer en fait cet enseignement à la carte. On peut le faire sur une période qui est de 3 années où on demande qu'il y ait un projet de minimum 120 heures pour apprendre sur ces... Voilà, à vous de créer un petit peu votre programme et avec un financement, je vous le disais, qui peut aller jusqu'à 35 000 euros. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'introduire cette dimension européenne et de renforcer la connaissance de l'Union européenne et bien sûr le sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Il y a quelques exemples d'activités, vous le voyez. Donc, ça peut être des activités gratuites ou payantes, ça peut être en France ou ailleurs. Donc, on peut imaginer vraiment différentes activités pédagogiques, des clubs, des ateliers Europe, des jeux, des débats, des activités d'immersion. On peut faire venir des personnes pour parler de l'Europe. C'est vraiment très, très libre en termes d'activité. Et vous le voyez, hein, on a souvent, bien sûr, des visites d'institutions européennes, des visites de la Maison Jean Monnet, des visites des lieux de mémoire. Donc, pensez aussi à cette action Erasmus voilà, pour vous. J'arrive un petit peu à la fin de la présentation. Donc, les 3 types d'actions, vous les retrouvez là. L'action clé 1 mobilité, avec une candidature pour les projets de mobilité de courte durée en février, une candidature en octobre pour l'accréditation, qui peut être déposée, je vous le disais, pour vous ou en consortium, comme on en a déjà pas mal parlé. Les partenariats, avec une date début mars pour la clôture. Et pour Jean Monnet, c'est une date aussi, une clôture à peu près à mi-février. Le guide du programme Erasmus va pas tarder à sortir là dans les prochains jours. Donc, il y aura toutes les informations sur ces projets-là. Bon, pour finir, vous dire un petit peu que bien sûr, si vous voulez déposer un projet Erasmus, il faut dès à présent créer une équipe projet, hein. C'est vraiment associer le chef d'établissement, l'agent comptable, tous les enseignants. C'est vraiment un travail d'équipe. Identifier dès aujourd'hui les besoins, les objectifs et les publics cibles du projet. Choisir bien sûr votre secteur éducatif. Donc, je vous le disais, si on est sur du général, on est sur l'enseignement scolaire. Si on est sur du professionnel, on est sur l'enseignement et la formation professionnelle. Trouver des partenaires européens fiables. Donc là, vous avez la chance aussi d'appartenir à un réseau de l'enseignement catholique qui a différents partenaires en Europe. Donc c'est vrai que c'est intéressant de profiter aussi de ce réseau. Vous pouvez solliciter un accompagnement auprès de l'agence Erasmus et auprès des relais. Donc, pensez aux directions diocésaines, pensez aussi voilà, aux agences. Je vous enverrai bien sûr la présentation et tout est cliquable ici. Il y a plein de petites choses avec des liens. Vous verrez des outils pour, si besoin, trouver des contacts, des plateformes. Et ensuite, vous pouvez candidater sur la plateforme dédiée. Les formulaires seront en ligne a priori à partir de décembre, début décembre. Je finis sur un petit point d'actualité sur la programmation 28-34, puisque comme vous pouvez l'imaginer, pour nous, ça nous occupe déjà beaucoup. En fait, on se projette déjà un petit peu sur la suite. Donc, la question qu'on nous pose souvent, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une continuité entre ce programme et le prochain programme. Bon, pour le moment, les évaluations à mi-parcours ont montré que l'architecture actuelle du programme devrait être à peu près identique. Donc, on resterait sur des types d'actions un peu identiques. Peut-être aussi, on espère, voilà, une continuité au niveau de l'accréditation. Donc, on va être sur des choses qui ne seront pas totalement révolutionnaires normalement. Au niveau d'Erasmus, il y a eu tout il y a eu un plaidoyer qui a été publié par le Cercle Erasmus en demandant que ce programme Erasmus, qui est toujours considéré comme une des plus grandes réussites de l'Union européenne,
puisse se poursuivre avec un budget à la hauteur des ambitions d'Erasmus. Et donc, pour le moment, bien sûr, on attend en juillet prochain le vote du budget, mais les voyants sont plutôt au vert avec une proposition qui a été faite au début de l'été d'augmenter le budget Erasmus de plus 50% pour le prochain programme, pour 28-34. Donc, on est sur un budget européen actuel de 26 milliards. Donc, on serait sur un budget qui serait augmenté de 50%. Donc, on attend que la proposition soit adoptée par le Parlement et le Conseil européen. Et au niveau des thématiques, donc je vous le disais, nous, il y a beaucoup de consultations au niveau des agences et au niveau des thématiques, ceux qui pointent pour ce prochain programme, pas non plus de révolution à ce niveau-là. Donc, toujours les thématiques de l'inclusion, les valeurs de l'Union européenne et tout ce qui est union des compétences. Sont les thématiques qui ressortent et sur lesquelles on travaille pour la prochaine programmation. Donc, je m'arrête là pour cette présentation. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je crois que Louis-Marie, Nathalie va intervenir juste après. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation très claire. On a bien compris que sur cette fin de parcours, de programmation, il fallait avoir des dossiers très très bien ficelés de façon à être retenu parce que les budgets sont réduits. On a compris aussi que c'est peut-être ce qu'il faut retenir de ce soir, c'est l'idée que en fait, il faut se projeter dans la future programmation et commencer déjà à réfléchir. Parce que ça va venir très vite, hein, quand on y réfléchit bien, en 2 ans, enfin, ça, ou même déjà d'ici un an, ça va venir très très vite. Donc c'est bien que les réflexions commencent maintenant. Je rappelle que dans le label, Erasmus fait partie des outils qui sont largement préconisés et il y a il y a comment dire, une complémentarité, voire une imbrication naturelle avec le programme Erasmus et c'est tant mieux. Voilà. Je ne sais pas si. Qu'est-ce que t'en penses, Marie-Caroline? On laisse quelques questions maintenant ou est-ce qu'on passe Oui, à peut-être, Nathalie? j'en ai pas vu dans le chat, mais effectivement, on peut peut-être profiter de la présence d'Agnès pour répondre sur sa Avant présentation. de laisser la parole à Nathalie après, voilà, est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision, sachant comme ça a été dit que vous recevrez le PowerPoint et puis que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir Oui, si l'enregistrement fonctionne. Donc Oui, la présentation est déjà dans le chat. oui, voilà, j'allais dire, je viens d'envoyer le lien vers la présentation. ça c'est de Donc, l'efficacité. Merci Agnès. Alors, est-ce qu'il y a une question ou pas? Non, pas encore. Bah, très bien. Donc, on va laisser la parole à Nathalie qui va nous parler de son expérience. D'abord, qui va se présenter, mais enfin, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, et qui va nous parler de son expérience autour de ces questions d'Erasmus. Nathalie, on t'écoute. Oui, merci Agnès, merci Louis-Marie. Bonsoir à tous. Rapidement, voilà, moi Nathalie Giorgetti, je suis chargée de mission à la D2C de Rennes, pour le premier degré et coordinatrice du consortium Erasmus que l'on porte maintenant depuis, nous avons été accrédités en 2023. Voilà, l'idée c'était de venir un petit peu illustrer les propos d'Agnès, voilà, par des retours d'expérience et d'exemples de mobilité, pour avoir vécu à la fois la mobilité courte et la mobilité avec une accréditation en consortium. Donc effectivement, moi j'ai pu, quand j'étais voilà, quand j'étais enseignante dans mon établissement, mais ça remonte déjà, c'était l'ancien, enfin c'était oui, l'ancien programme. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. On avait un projet de mobilité. On voulait travailler autour des valeurs de l'Europe pour toute l'école, et donc on avait lancé un projet où on souhaitait créer un quiz culturel sur l'Europe pour l'occasion de la fête de l'Europe, là au mois de mai. Donc, on avait élaboré ce projet sur 2 ans. Enfin, il y avait une grosse école, il y avait il y avait 13 classes. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment de travailler aussi sur la continuité du parcours de l'élève et d'être plus en travail d'équipe, vraiment toute l'école et pas que entre cycles, etc. Mais on avait identifié que, voilà, forcément, en fonction de nos formations initiales personnelles, en tant qu'enseignant professeur des écoles, on n'est pas des experts professeurs de langue, mais on est quand même censé enseigner l'anglais dans nos classes.
Et donc, ce côté de ne pas tout à fait se sentir légitime et en tout cas manquer de compétences pour proposer des cours intégralement en anglais dans nos classes. On commençait à entendre parler aussi, on venait de découvrir eTwinning, donc c'était un projet qui nous intéressait beaucoup, mais effectivement un petit peu la peur de se jeter à l'eau et de communiquer avec des partenaires étrangers en anglais. Donc on s'est dit, ben, l'idée, ça serait d'aller de faire une formation linguistique. Alors on est d'accord, on était bien consciente que c'était pas 10 ou 15 jours de formation linguistique qui allaient nous rendre bilingues, mais en tout cas, voilà, on avait envie d'aller quand même tenter cette aventure dans le cadre de ce projet. Donc on avait vraiment ces objectifs à la fois de monter en compétences linguistiques ou plus ou moins, en tout cas, d'oser davantage s'exprimer en anglais. Et puis, effectivement, d'avoir cette ouverture culturelle et de rapporter aussi des choses pour nourrir notre projet et partager avec les élèves. Notamment, on avait prévu voilà, d'interviewer d'autres participants, en tout cas de notre formation, qui étaient d'autres nationalités, pour voir un petit peu les différentes langues, etc. Et parler, voilà, pas que de l'anglais aussi. Et donc, on a déposé ce projet de mobilité courte. Euh, et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, en fait, vous lancer, le projet de mobilité courte permet vraiment de mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire que ça nous permet de voir si on est en capacité de gérer une subvention voilà, qui n'est pas trop conséquente non plus. Il n'y a pas un gros flux de mobilité. Donc là, nous, au départ, on était 4 enseignantes euh, qui voulaient, voilà, qui étaient engagées en tout cas pour partir en mobilité physique. Après, on était 5 ou 6 à se lancer dans eTwinning. Et puis finalement, eh bien, c'est pas forcément évident pour tout le monde de partir aussi en mobilité, de prendre sur son temps ben, de vacances pour partir aussi en mobilité. On sait que les vacances sont précieuses quand on est en classe et qu'on a un rythme assez effréné. Et donc, du coup, voilà, on est parti, du coup, au final, il n'y a que 2 personnes à être parties en mobilité. Mais c'était intéressant puisque donc on est allé à Malte en école de langue, donc une école de langue internationale où il y avait donc d'autres participants, mais pas que européens. Et puis il y a des tests de niveau qui sont faits au début de formation, ce qui permet d'être mis donc du coup dans des groupes de niveau. Et c'est là qu'on se rend compte que les Français, on est souvent euh, en fait, on n'ose pas communiquer. C'est pas forcément qu'on manque de compétences, mais on a toujours le sentiment d'être inférieur aux autres. Et donc, avec cette volonté de toujours être dans la perfection, eh bien, on préfère des fois ne pas s'exprimer que de le faire un petit peu. Et puis, cette expérience, finalement, a été très enrichissante parce que même si quelque part, on a quand même des bases, et le fait de réactiver et d'être en immersion linguistique, eh bien, on voit que ça revient vite et ce bain dans un pays anglophone, finalement, permet de réactiver vite et enfin, d'être plus spontané dans la communication. Le fait d'être en groupe de niveau permet de voir aussi que ben, finalement, les autres auront aussi leur accent quand ils s'expriment en anglais. Et donc, il y a moins de barrières, en tout cas, pour oser. De cette expérience, on en est revenu effectivement plus forte et plus légitime pour enseigner dans notre classe. Et effectivement, ma collègue et moi-même avons, à notre retour, proposé ensuite toutes nos leçons d'anglais, enfin, complètement en anglais et pas avec des traductions en français comme on pouvait le faire avant. Et puis, ça nous a permis aussi d'être plus à l'aise pour lancer eTwinning, pour communiquer avec les collègues. Et donc ça, c'était un point positif par rapport à ça. Mais au-delà de juste la formation, il y a aussi le lien concret quand on part déjà avec des collègues. Le lien concret aussi quand on mène ce genre de projet. C'est-à-dire que même si on est parti qu'à 2, il y a vraiment eu une impulsion au sein de l'école sur cette ouverture. Et le fait eTwinning, en fait, peut être considéré comme une forme d'immersion, hein. On parle souvent d'ailleurs de mobilité virtuelle, mais c'est vraiment ça, puisqu'on est vraiment en échange avec d'autres partenaires. Et donc, on peut aussi les faire rentrer dans notre classe par les projets qu'on mène avec les élèves. Alors, aujourd'hui, on va dire depuis 2020, tout ce qui est visioconférence est fortement développé. C'est vrai qu'en 2014,
On faisait pas de visio hein, comme ça avec les autres élèves. On était moins équipés aussi, puis moins compétents. Mais en tout cas, on était déjà dans ces mêmes priorités du programme, à savoir travailler sur le numérique, où les élèves ensuite préparaient On travaillait avec le logiciel Photorécit à l'époque, on créait des petits montages vidéo qu'on envoyait aux partenaires voilà, pour travailler, pour présenter nos pays, etc., en fonction des projets qu'on avait fait avec eTwinning. Donc l'apprentissage du numérique, l'apprentissage de langue. Voilà. Ensuite, nous, on avait développé aussi l'apprentissage culturel et artistique en allant à la découverte des autres pays. Mais en tout cas, voilà, la formation linguistique était un point de départ pour justement être plus à l'aise. Aujourd'hui, dans un contexte des DEC, l'idée, c'était alors, c'est vrai que faut pas se cacher, hein, monter des dossiers, etc. Voilà, c'est pas rien non plus. Hein, comme le disait Agnès, a très bien présenté avec voilà, il y a quand même un vrai projet d'apprentissage. Donc, on part de besoins. C'est parce qu'on a des besoins identifiés qu'on va se fixer des objectifs et ces objectifs, comment on va y répondre et pourquoi la mobilité va venir répondre à ces objectifs, comment on va évaluer les acquis d'apprentissage. Tout ça, ça doit être bien réfléchi, bien pensé. Et quelque chose pour moi qui est très, très important, c'est ce fonctionnement en équipe et en équipe investie. C'est vrai que c'est ça qui va faire la force et la réussite du projet. Et donc, nous, on l'a bien vu donc en DDEC, hein, puisque quand le nouveau programme, on a assisté aux conférences pour le nouveau programme, c'est vrai que avec l'expérience du passé, c'est vrai qu'Erasmus, moi, j'y allais un petit peu pas en freinant des pieds parce que l'expérience est très enrichissante, mais j'avais quand même le souvenir de la lourdeur administrative, etc. Donc quand on a entendu parler de l'accréditation, des démarches simplifiées, on s'est dit que voilà, ça méritait quand même de s'y intéresser, de regarder ce qu'on pouvait faire et d'être bien placé en tant que DDEC pour offrir cette opportunité aux établissements, parce que de l'avoir vécu en établissement, le temps que ça prend, on sait qu'on est déjà très chargé, on a énormément de projets, on passe beaucoup de temps à la préparation de notre classe et au projet d'école. Et donc, c'est vrai qu'Erasmus vient rajouter, c'est du temps qu'on fait hors du temps de classe, hein, clairement, de toute façon. Donc, de pouvoir proposer ça dans un contexte des 2C, c'était quand même, je trouve, une belle opportunité. Donc, on s'est lancé dans l'accréditation, mais nous avons eu un refus parce que, effectivement, sans doute pas prêt, une équipe peut-être pas assez solide, pas assez acculturée. Et on s'est dit, ben, on repart sur un projet de mobilité courte pour justement voir comment on est, quelle force on a en DDEC pour porter ce genre de projet, comment on peut gérer une subvention puisqu'on est sur une autre échelle. Et puis effectivement, ça, on voit aussi tout de suite les liens que ça crée au sein des structures, de partir à plusieurs, d'échanger, de partager ensuite, de voir ce qu'on a observé à l'étranger, tout en ayant la conscience qu'il ne s'agit pas de faire un copier-coller de ce qu'on a pu observer, ni même d'être frustré de ne pas pouvoir mettre totalement en place des méthodes observées, mais en tout cas, comment on peut s'en inspirer, comment on peut transformer et rebooster en tout cas la dynamique professionnelle en tant qu'enseignant. Ça met vraiment du peps en tout cas dans sa pratique et ça rebooste les équipes au sein d'un établissement même, donc ça agit sur le climat scolaire. Et donc, du coup, on a voilà, redéposé une accréditation. Donc, nous avons été accrédités en 2023. Et puis, voilà, nous sommes à notre troisième convention. Alors, j'ai sélectionné quelques exemples, en fait, Alors, voilà, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Agnès hein, sur les intérêts de soit d'être coordinateur ou d'intégrer un consortium. Effectivement, hein, ça permet vraiment de soulager les établissements, ça c'est sûr. Et puis, le principe de l'accréditation, c'est que le dossier, il est conséquent, mais il est déposé une fois. Et ensuite, ben, ça permet chaque année de réidentifier le type de mobilité et de faire une demande de financement. Alors oui, il y a des rapports aussi, des rapports à faire à la fin de chaque projet, parce qu'il faut aussi voilà, montrer comment cela a fonctionné, comment on a géré la subvention et géré les mobilités. Mais effectivement, on développe des compétences et puis après, voilà, on devient un petit peu plus à l'aise, en tout cas avec le jargon, les différents documents, etc.
Donc, j'ai sélectionné quelques projets qui ont été vécus au sein de notre consortium. Donc, on a commencé petit parce que voilà, on ne savait pas quelle ampleur cela pouvait prendre. Et puis, on voulait toujours garantir cette qualité de gestion. Donc, on est parti au départ avec 12 établissements, puis 20. Et puis, aujourd'hui, on n'est pas loin de 40 établissements. Mais on n'a pas une volonté de rendre exponentiel ce consortium, puisqu'on sait très bien qu'au niveau ressources humaines, ben, il y a un moment, on atteindra aussi nos limites. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inciter les établissements à entrer dans ce consortium pour s'y acculturer, pour pouvoir fonctionner en autonomie après et laisser la place à de nouveaux établissements. Donc, nous, on est là aussi justement pour pas former, ça serait un grand mot, mais en tout cas en donnant des pistes pour se rendre autonome. Donc en mettant des ressources à disposition, en créant voilà, des ateliers qui permettent de comprendre comment on rédige des contrats, comment on fonctionne, comment on partage les ressources, comment on mutualise. Donc on essaie de créer cette dynamique. Alors c'est pas toujours évident, c'est vrai que ça prend du temps. Et puis chaque aussi membre du consortium a aussi ses réalités d'établissement et du temps qu'il ne peut pas donner de manière permanente, mais voilà, il y a une bonne dynamique en tout cas qui se déroule sur le réseau. Donc nous avons par exemple une équipe de 5 enseignantes d'une école primaire partie en job shadowing au Danemark. Et donc, voilà, elles avaient au départ la volonté pareil, d'être plus à l'aise en anglais pour mieux accueillir les élèves et les familles d'élèves allophones. Et puis, elles avaient justement également un projet e-twinning et donc, du coup, avoir envie d'être plus à l'aise, de voir un petit peu les types de projets qui pouvaient être faits et avec aussi un point d'observation sur la classe dehors. Donc ça, c'était un projet d'école où les enseignantes sont formées et donc d'aller observer au Danemark sur un partenaire qu'elles avaient pu trouver. Alors c'est vrai que la démarche de partenaire, de recherche de partenaire, c'est pas toujours évident. Ça demande un petit peu de temps, mais effectivement, le fait d'appartenir à un consortium, eh bien, allège certaines tâches, ce qui permet de donner du temps pour cette recherche. Et grâce aussi aux mutualisations, aux temps forts tels Erasmus Day que l'on organise, ben on a des échanges parfois où des personnes se prêtent un peu les partenaires, même si quand on a trouvé un partenaire, on a envie de se le garder. Mais voilà, il y a quand même de beaux échanges. Et donc voilà, on a 5 collègues qui sont partis au Danemark et on a vraiment un retour comme quoi ça soude vraiment une équipe, ça redynamise les projets, ça redonne un petit peu d'envie, hein. Des fois, on s'éteint un petit peu dans la profession et du coup, les retours sont vraiment positifs. Et là, c'est pareil, des partenaires rencontrés sur place, c'était pas prévu, vont justement venir aussi dans l'établissement. Et donc, il y a vraiment un partenariat qui se crée à partir de cette observation. On a un autre témoignage où on a, cette fois-ci, c'est 9 enseignantes qui sont parties parce qu'elles appartiennent à un multisite. Donc, on a un chef d'établissement de 3 écoles qui a lancé ce projet auprès de ces 3 écoles. Et donc, ça a créé du lien aussi, en tout cas renforcé du lien entre les enseignantes de ce multisite en travaillant sur un projet commun lié aux pratiques de l'inclusion. Donc là, elles sont parties en Sicile. Voilà. Et là, c'était pareil, un établissement qui avait été trouvé grâce à des expériences passées d'autres participants du consortium qui avaient trouvé remarquable ce qu'elles avaient pu observer dans un établissement en Sicile. Alors effectivement, là, au niveau des retours, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il peut y avoir le découragement de dire, bah oui, mais ce qu'on observe, c'est pas du tout notre réalité. Nous, on n'a pas des classes de 20 élèves avec 2 enseignants. Mais en fait, elles n'en ressortent pas découragées pour autant parce que déjà, c'est de dire, bah, finalement, nous aussi, on met des choses en place. Et parfois, en fait, le fait d'aller voir ailleurs renforce aussi ce qui est fait correctement chez nous, en tout cas, des compétences existantes. Euh, Elles en retirent aussi de l'inspiration pour des petites choses observées à mettre en place, hein. Des fois, il suffit de toutes petites choses, il n'y a pas besoin de grands projets. Et puis, toutes à la fois redisent les liens professionnels et du coup personnels riches qu'elles ont pu créer par ce vécu commun. Et donc, l'impact que ça a aussi au retour au sein des écoles, même avec les enseignants qui n'auraient pas pu partir. Et puis, là aussi, dans cette expérience, des rencontres sur place
ont créé du lien et donc elles accueilleront aussi dans leurs établissements des collègues italiens qui vont venir justement en observation en retour. Et puis une troisième expérience, cette fois-ci, c'est une mobilité de groupe d'élèves, 17 jeunes de troisième SECPA, partis donc en observation, je n'ai plus le pays, je crois que c'était en Italie également. Et donc, du coup, là, c'est pareil avec un choix donc, avec de mobilité, mobilité douce, comme on dit, pour respecter la dimension éco-responsable, développement durable. Et il y a eu ce témoignage que le fait, justement, d'être parti en train, ça a permis, alors le voyage était plus long, mais du coup, il y a eu des étapes en gîte. Et donc, il y avait, au sein de ce même projet, de travailler sur les compétences collectives, les compétences sociales et organisationnelles qu'ont demandé cette organisation en gîte avant d'arriver dans l'école partenaire. Donc c'était intéressant de voir que la mobilité fait vraiment partie du projet. C'est pour ça qu'on encourage à avoir ces mobilités Alors on sait bien, on a toujours cette problématique du temps qui passe, mais en tout cas ça apporte aussi beaucoup et ça développe des compétences. Et puis voilà, donc on a eu des témoignages sur en quoi cette mobilité a permis de donner cette opportunité à ces jeunes qui n'avaient pas forcément ces possibilités, d'aller observer aussi dans un établissement un choix d'établissement qui a permis d'aider au choix d'orientation professionnelle. J'essaye de faire très vite parce que je vois le temps qui passe. On aurait plein de choses à dire. Donc voilà, tout ça pour en résumer. Il y a beaucoup de projets différents pour les élèves, pour les enseignants. Pour les enseignants, ça peut être du stage d'observation ou de la formation. Ça permet vraiment, en tout cas, d'avoir une diversité de possibilités euh, en simplifiant les démarches. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si, merci beaucoup. Ça illustrait de façon intéressante et pertinente les propos précédents. Donc, voilà, effectivement, ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a quand même des possibilités, des diversités de projets que l'on peut imaginer grâce à Erasmus. Il ne faut pas se priver d'être imaginatif. Alors, Agnès va devoir nous quitter. Merci encore, Agnès, pour votre présence et on reste en contact, bien évidemment, pour la suite des événements et la suite du programme. Voilà. Merci beaucoup et j'ai laissé Oui. l'adresse de l'agence. Voilà, si besoin, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, ce sera, à mon avis, ce sera la meilleure façon de faire pour répondre aux questions. Et je salue encore la disponibilité d'Agnès et de l'agence en général pour l'enseignement catholique en particulier, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et voilà, parce que c'est vraiment très, très précieux. À bientôt, Agnès, à bientôt. Oui, à bientôt. Je réponds juste à la dernière Oui. question. Oui, bien sûr, on peut tout à fait mener un projet d'action clé 1 en même temps qu'un projet d'action clé 2, en même temps qu'un projet Jean Monnet. Ce sont des types de projets différents. Un même établissement peut émarger sur les différentes actions en même temps. Après, à vous de voir si vous avez bien sûr la capacité, comme le disait Nathalie, ça demande du temps de gestion, ça demande beaucoup de travail. Mais si vous avez le temps et les ressources de le faire, oui, c'est tout à fait possible. Très bien, merci beaucoup. À Je bientôt, voudrais, au revoir. à bientôt, oui. Je Au voudrais revoir. juste remercier Nathalie aussi pour ce témoignage, ce retour d'expérience qui est précieux. Et dire effectivement que dans l'enseignement catholique, on a cette agilité, enfin en tout cas on a la possibilité d'une agilité et d'une habileté pour faire des projets comme cela. Et je rappelle aussi que l'enseignement catholique au niveau européen, ça regroupe pratiquement 40 000 établissements dans une trentaine de pays, qu'on peut ajouter aussi par rapport au programme Erasmus la possibilité de faire des activités. Par exemple en Turquie, il y a 6 établissements catholiques francophones en Turquie qui sont tout à fait demandeurs de projets Erasmus. Et puis effectivement, le programme suivant pourrait s'élargir sur d'autres pays partenaires, donc ce sera aussi à observer. En tout cas, si vous cherchez des pays partenaires, des établissements partenaires, c'est tout à fait envisageable, au-delà des systèmes qui existent déjà, je pense à eTwinning entre autres, de nous solliciter pour qu'on vous mette en contact avec des responsables de réseaux de l'enseignement catholique, que ce soit des congrégations ou des diocèses, qui pourraient être intéressés par un projet Erasmus à développer avec vous. Voilà. Je vais donner la parole Alors, si les questions, si vous en avez, vous nous envoyez des messages. Il y a Agnès qui a laissé son mail. N'hésitez pas à la contacter directement. Vous verrez qu'elle est réactive et qu'elle est toujours disposée pour nous accompagner, nous répondre. Donc, n'hésitez pas.
Et je vais laisser la parole à Marie-Caroline pour nous annoncer la suite enfin, le webinaire dans un mois, celui de décembre, pour que vous sachiez de quoi il va s'agir. Marie-Caroline. Oui, en fait, on vous propose donc de se retrouver le lundi 1er décembre autour d'une question que les commissions locales nous remontent souvent sur la dynamique pour passer du niveau 1 au niveau 2. Il y a beaucoup d'établissements qui restent coincés, c'est le terme qui est utilisé sur le niveau 1. Donc là, on va essayer de travailler avec vous sur cette petite impulsion d'accompagnement, sur cette dynamique qu'on peut amener au niveau des établissements pour les inciter à continuer dans la démarche et à arriver au stade de la labellisation, hein, parce que pour mémoire, le niveau 1 ne donne pas la labellisation. On est établissement labellisé ouvert à l'international que à partir du niveau 2. Donc voilà le programme du 1er décembre, toujours à la même heure, 17h, 18h. Il n'y a pas ton micro. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de soirée à toutes et à tous. N'hésitez pas, quand vous avez l'information de l'horaire et du lien de ces webinaires, n'hésitez pas à le transmettre largement autour de vous à des établissements labellisés ou non, hein, peu importe. Ça peut être aussi l'occasion pour certains qui ne sont pas encore dans le label de faire connaissance avec la démarche. À très bientôt et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et